Bonjour, bienvenue dans cette seconde vidéo de démonstration sur Modbus. Dans cette vidéo, on va maintenant faire le module Modbus, donc le module capteur SLAV qui était utilisé dans la démonstration précédente. Donc, si vous ne l'avez pas vu, le lien va être en bas dans la description. Vous pourrez aller voir tout ça. Comme dans la démonstration précédente, notre module SLAV, on va avoir son numéro d'identification, ça va être 1. Il va comporter un LED et un bouton. Le LED va être accessible à partir de l'adresse 1, donc dans les coils, donc les bits qu'on peut contrôler. Et le bouton va être dans les discrete input parce qu'il est à l'adresse 10001 et lui est en lecture seulement. Pour la partie master, pour l'émulation master, on va utiliser QMod Master qu'on avait vu dans la vidéo précédente avec la liaison USB vers notre RS485 qui va passer à travers notre pont USB A485 qui est réalisé avec notre Arduino Micro et un chip SN75176. Le tout était animé par la librairie Lufa qui, on avait récupéré notre démonstration USB à série. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va focuser sur le module SLAV, comment on va le réaliser. Bon, aujourd'hui, pour la démonstration, pour l'analyse, on va faire une analyse de code. En fait, je ne vais pas taper en direct les codes une à une, les lignes de code une à une. Éventuellement, on va peut-être le faire juste pour faire des modifications, là, pour peut-être créer des erreurs ou faire des petits changements pour montrer à quel point c'est facile après ça de faire des changements. Mais on va juste parcourir le code parce que c'est quand même un code assez dense, puis sinon, ben, la vidéo elle va durer des heures et des heures avec toutes les erreurs que je ferai en entrant les mauvaises commandes, en oubliant des points-virgules ici et là. Donc, on va vraiment partir d'un exemple fonctionnel puis l'analyser ensemble. Bon, première chose qu'on va faire, on va analyser le programme principal, puis ensuite de ça, on va aller voir la petite librairie Modbus RTU que j'ai créée pour la démonstration. On commence par les définitions pour le matériel. Donc, on a un LED puis un sensor. Bon, le sensor, dans ce cas-ci, est émulé par le bouton poussoir qui est ici. Puis, le LED, ben, c'est le LED vert qui est sur le panneau. Au niveau des mémoires, bon, ici, j'ai 8 mémoires qui sont supportées. Ça, c'était pour être capable de faire le retour en un octet éventuellement. Bon, ici, on aurait juste besoin d'une en réalité parce qu'on a seulement un LED, donc un coil à contrôler, et un seul capteur, donc seulement qu'un discrete input de disponible. Mais bon, j'en ai mis 8 là, pour la présentation. Dans le programme principal, première chose que je fais, c'est l'initialisation de Modbus. Bon, Modbus, on va voir la fonction, tout ce qu'elle demande, c'est quoi le contenu de mémoire, puis c'est quoi les adresses correspondantes. Donc, dans ce cas-ci, ben, c'est les coils, puis les inputs que j'ai besoin pour la démonstration, puis ça donnait aussi le nombre d'éléments qui étaient supportés. Donc, pour la démonstration, j'avais mis 8. On se souvient, quand on accédait les 8 premières cases mémoire, ce n'était pas un problème, mais dès qu'on essayait d'accéder la 9e, ça nous donnait une erreur, comme quoi on avait un débordement de mémoire, qu'on était dans une mémoire non supportée. Aussi, on peut voir qu'il y a juste les coils et les inputs qui sont disponibles dans la mémoire. Puis quand on avait essayé de faire une manipulation sur le holding register, ça nous a donné une erreur parce que ce n'est pas supporté par ce module-là. Initialisation du LED puis du capteur. Ça, c'est juste pour les directions des broches qu'on a vu dans les définitions plus hautes. Et tout ce que ça fait, c'est ici, il y a une tâche Modbus qui est appelée à chaque tour. Et ça dit si la tâche Modbus a un résultat, une modification de mémoire, en fait, on va voir, ben, ça va mettre à jour l'état du LED. Pour le délai de 100 microsecondes, ben, c'est un délai qui est demandé par la tâche Modbus pour savoir exactement, justement, ça lui fait une base de temps. On se souvient, il y a certains timeouts dans le protocole Modbus. Par exemple, si on dépasse 3,5 caractères, donc là, on est à peu près à 20 000 bits par seconde. Donc, si, ce qui correspond à 3 caractères, à cette vitesse-là. Si le délai excède ça, ben, on va sortir. On va voir tantôt un petit peu comment c'est utilisé. Mais la tâche Modbus nous demande d'être cadencé à toutes les 100 microsecondes. Bon, un délai, ce n'est pas idéal, on le sait. Ce qui serait probablement préférable, ça serait d'avoir un timer avec un indicateur, donc un flag qui nous dirait c'est le temps de faire la tâche
Modbus. Donc, naturellement, là, ici, il n'y a rien d'autre à faire dans ce programme-là, donc je me suis permis d'utiliser un petit délai. Au niveau de modbus.h, donc on va regarder d'abord les définitions qui sont disponibles pour l'usager directement. Donc, le numéro de l'esclave qui est configurable, la vitesse de communication, 19200, qui va être utilisé justement plus tard là, pour le calcul de délai maximum. La fréquence du CPU du module qui est utilisé. Ensuite, ici, ça, c'est des définitions qui nous permettent de définir ben, les grandeurs de trame maximum. Donc, par rapport à ça, on reviendra un petit peu plus tard là-dessus, mais c'est par rapport au payload qu'on va accepter en réception. Donc, dans ce cas-ci, on n'a seulement que 8 registres, là, on a vu précédemment. Donc, la trame maximum devrait recevoir ben, ces 8 registres-là. Donc, le payload maximum, c'est 16. Puis au niveau de la transmission, on n'a jamais de payload en retour comme tel au niveau du maximum. Donc le header minimum, c'est jamais un problème au niveau de notre retour d'information dans ce cas-ci. Donc si on avait des lectures de registres ou de plusieurs registres, là par exemple, il faudrait être capable d'avoir un payload maximum. Donc dans un exemple différent, il faudrait peut-être avoir une définition ici qui vaut quelque chose. Bon, tout ça, c'est juste pour gérer la mémoire. Là. La mémoire, elle n'est pas infinie, là, comme on le sait sur les microcontrôleurs. Puis ici, c'était pour pas allouer pour rien trop de mémoire au tableau pour la réception des données. Au niveau des codes d'erreur, ici, on a les codes d'erreur. Bon, naturellement, j'ai séparé un petit peu pour le mettre en évidence le code d'erreur 0 où il n'y a pas d'erreur. On a vu les codes d'erreur commencer à 1. Donc, 1, c'était mauvaise fonction qu'on nous demandait. Par exemple, là, on supporte juste deux fonctions. Ben, en fait, les fonctions d'écriture sur le COI, puis la lecture d'un discrete input. On pourrait aussi, probablement, on supporte aussi la lecture du COI comme tel. Ça aussi, on le supporte. Si c'est juste un COI ou un nombre de COI qu'on a en mémoire, on en a 8 là. Mais pour les autres fonctions, par exemple, on avait vu quand on avait essayé d'écrire avec la fonction 3, le holding register, ça nous avait donné une erreur parce que naturellement, ce type de mémoire-là n'est pas alloué dans ce module-là, donc il ne supporte pas la commande comme telle. Ensuite, il y avait le code 2, la mauvaise adresse. Mauvaise donnée, ben, ça pourrait être, par exemple, si on avait une sortie analogique, puis on configure une valeur qui est impossible pour cette sortie analogique-là, mais là, on informerait le master, ben moi, je ne peux pas. Là, ce que tu me demandes à cette adresse-là, c'est impossible. Ce n'est pas quelque chose que je supporte de façon physique. Puis le module fail, ben ça peut être plusieurs origines. Par exemple, j'ai essayé de l'exécuter, ça n'a pas fonctionné. Le matériel ne répond pas bien, par exemple. Si j'ai détecté, je ne sais pas moi, qu'il y a un moteur a jammé, puis je vois le torque augmenter, donc le couple a dépassé ce qu'on devait faire, puis par sécurité, je suis obligé de l'arrêter, ben là, je pourrais dire le module a failli à la demande, par exemple, ou je suis trop occupé justement à gérer une situation, puis je ne suis pas capable d'exécuter la commande que je reçois. Ça serait une autre place aussi où on pourrait retourner un module failed. La fonction d'initialisation, qui dans ce cas-ci reçoit seulement que deux informations sur les mémoires parce que, bon, on a quatre paramètres, là, deux pointeurs de mémoire, puis les dimensions correspondantes pour chacune de ces mémoires-là. Bon, dans ce cas-ci, comme on sait, on a dit on va juste supporter les COI en écriture pour les bits, là, puis les lectures sur les discrete inputs. Donc, on a juste deux types de mémoire supportés. Si on avait un module qui a les quatre types de mémoire, bien naturellement, on va avoir les quatre types de mémoire reçus en paramètres. Donc, on aurait 8 paramètres, là, 2 pour chacun des types de mémoire. Donc, ça, c'est les informations qui sont reçues. Donc, des pointeurs vers les types de mémoire, COI et input, puis les dimensions associées à chacune. Et finalement, la fonction module modbus task qui doit être appelée à toutes les 100 microsecondes. Là, ça, c'est, je vous rappelle, c'est pour être capable de détecter lorsque le bus est inactif pendant plus que 3,5 caractères pour pouvoir resynchroniser en cas, par exemple, de désynchronisation des données. Et finalement, il retourne 1 si on a reçu une commande qui modifiait le contenu de la mémoire. Donc, même si on a réécrit la même valeur en mémoire, il va quand même retourner 1. Donc, lui, il n'analyse pas ce que la mémoire elle a changé comme tel. C'est tout ce qui retourne, c'est est-ce que j'ai reçu, exécuté une commande qui consiste à écrire en mémoire. Donc, à partir de ce moment-là, il retourne 1. Puis là, ben, ça fait, on a vu au niveau très élevé, au niveau de l'application, si on peut voir ça comme ça,
ben, il y a très peu d'informations à connaître au niveau du Modbus comme tel. Tout ce que tu as à connaître au niveau de l'application, ben, c'est la mémoire que tu lui autorises, puis à la vitesse à laquelle tu exécutes la tâche, donc puis qu'est-ce qui te retourne. Mais on s'entend qu'ici, quelqu'un qui ne connaît pas Modbus, mais qui regarde les informations qui sont là, puis nécessairement, on aurait dû documenter ici peut-être les types de mémoire qu'on doit passer. Mais à partir du moment que la documentation est faite, ben, il n'y a pas vraiment d'informations à sortir de là. Ici, même les définitions qui sont ici auraient pu être mises directement au niveau du point C. Bon, dans le master qu'on verra un petit peu plus tard, s'il était dans le point H, donc c'est pour ça qu'ils sont là en ce moment. Bon, modbus.c, il y a des fonctions qui sont cachées à l'intérieur naturellement parce que tous les seuls services qu'on offrait nous autres, c'est la tâche et la configuration de base pour nous donner l'information sur les mémoires qu'on va donner accès. Donc, on se rappelle le modbus, c'est vraiment juste la gestion de mémoire en réalité. Donc, ici, on a une fonction qui fait le calcul CRC. Bon, je l'ai mis particulièrement ici parce que le CRC size de Modbus utilise un nombre qui est particulier à Modbus. Donc, il y a plusieurs CRC size. Celui-là est configuré pour Modbus en particulier. Je vais vous montrer rapidement le code. Je ne vous expliquerai pas les derrière du CRC. Ce n'est pas le but de cette vidéo-là, de toute façon. Puis à partir du moment que vous allez voir, l'algorithme n'est pas si compliqué que ça. Mais tout ce qu'on veut au fond, c'est l'implémenter. Puis c'est le même au niveau des deux, là, autant du maître que de l'esclave. Naturellement, il faut que les deux soient capables de faire les mêmes calculs. Donc ici, on a une fonction CRT-size qui reçoit en paramètre ben, les données, donc la partie sur laquelle il va devoir faire le calcul et le nombre d'octets de cette source-là. Le state reset, ben, ça nous remet à zéro, comme par exemple si on est en train de recevoir des données puis il y a une pause qui dépasse 3,5 caractères. Donc, par exemple, ça pourrait être qu'on a démarré notre processus puis il y avait déjà une communication. Donc, par exemple, notre module, il allume puis il y avait d'autres modules en train de fonctionner déjà, hein. Donc, on n'a pas besoin de resetter tout le système Modbus. Lui, il va dire, ah ben, ça ne marche pas ce que j'ai reçu, il va juste ignorer ce qui s'est passé, puis attendre que la prochaine trame arrive pour se resynchroniser sur les prochains messages. Donc ça ici, c'est la fonction qui remet au fond les compteurs et les statuts pour revenir, pour se resynchroniser à la prochaine trame. Ensuite, ben, il y a la fonction privée, encore une fois, Modbus Process RxTram. Donc, à partir du moment qu'on va détecter une bonne trame qui nous est adressée, ben, on va la traiter. Ici, vous avez un retour sur ben, toutes les fonctions qui sont disponibles normalement dans Modbus. Donc, je les ai toutes définies. Bon, dans notre cas, nous, on n'en supporte que quelques-unes, comme on disait, celles qui concernent les COI et les discrete input. En écriture d'un seul, en passant. Donc, on verra aussi par rapport à ça. Pour les trames, bon, ici, on avait vu des définitions précédemment. Ça nous permet juste, au fond, de déterminer la mémoire qui est requise. Le plus 9, ben, c'est le header maximum qu'on a à la base. Bon, nous, comme on disait, on ne répondra pas aux multiple core, donc les multiple read, en fait. On ne répondra pas à ces fonctions-là. On va juste répondre si jamais on est capable. Puis à la base, on n'a pas besoin de retourner plus que 9. Donc ça va. Puis pour la réception, ben, là, on avait 16 parce qu'on peut recevoir plusieurs informations. Ça, on va le supporter. Donc, vu qu'on a 8 registres x 2, là, on se souvient, dans ce cas-ci, on a décidé de faire le support pour 16 cases mémoire. Ici, on a la définition pour le calcul de la pause maximum. Donc, ici, ça nous donne l'équivalent en fonction du baud rate qui est utilisé. On se rappelle que nous, la vitesse à laquelle on reçoit, c'est aux 100 microsecondes. Donc, à partir de là, c'est une base de temps. Puis ce calcul-là nous calcule ben, combien de fois je dois venir dans la tâche. Puis après, ce nombre-là, si je n'ai pas évolué, si je n'ai pas eu de nouvelles données à traiter, ben, ça veut dire que je suis en pause prolongée. Donc, je dois me resynchroniser. Puis c'est ce qui va déclencher justement le retour à zéro de tous nos registres. Les états de la communication, donc ici on a une énumération pour les états de la communication, réception du numéro d'identification, réception du header.
Réception de la première donnée, parce que la première donnée nous donne des informations sur la suite, hein, dépendamment. Ensuite, la data X, parce que là, ben, en fonction de la data qu'on a reçue ici, on sait combien de données on va recevoir. Donc, on va rester ici selon un compteur qu'on va établir en fonction de la donnée qu'on vient de recevoir. Et finalement, le CRC high et low pour leur réception. Ça nous permet de détecter qu'on est rendu au dernier morceau à recevoir et puis c'est là qu'on va faire la validation. L'état de départ, ben, c'est réception du ID. Donc, c'est tout le temps le premier état à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de chevron de départ dans ce protocole-là. C'est vraiment dès que la pause termine, donc dès qu'on commence à recevoir des données après une pause de 3,5 caractères, ben, on commence à recevoir des données. Donc, là, on est prêt ici à recevoir. Comparativement à de la version ASCII qui, elle, avait des chevrons de démarrage. Je pense que c'était un point-virgule ou un point-point. Donc, qui nous indiquait là, le début d'une communication en mode boss. Ensuite, on a un index pour savoir où on est rendu dans la réception, là, quand on va recevoir plusieurs informations et le nombre qu'on a à recevoir, parce que naturellement, dans certains cas, ça va être 1, dans d'autres cas, ça pourrait être plus. Ici, on a l'endroit où on va conserver les trames temporairement, autant celles qu'on va retourner que celles qu'on vient de recevoir. Donc, c'est pour lire et transmettre dans ce cas-ci. Bon, des dimensions, le code CRC que la fonction nous retourne, je l'envoie dans une variable. Ça nous permet de plus facilement d'abord l'analyser, mais aussi on va voir il y a des décalages pour réinverser notre code dans notre cas à nous. Donc, ça nous permet de le visualiser aussi là, quand on est en train de développer. La destination de la mémoire, donc là ici c'est un pointeur qui va changer en fonction ben, de est-ce qu'on est en train dans ce cas-ci d'écrire vers le COI ou de lire vers du COI, donc lecture, écriture vers le COI, ou si on est en train de lire à partir de notre discrete register. Donc ici la destination va être adaptée en fonction de la fonction qu'on reçoit. Bon, le reply receive, ça c'est un résidu. Il n'y a pas d'affaire là en fait. C'est un résidu du master. On le verra quand on fera le master. Puis le code d'erreur qu'on va retourner aussi. Ensuite, ça ici, c'est des définitions par rapport aux mémoires. Donc, sur l'initialisation, c'est on va conserver ici la mémoire, le pointeur pour la mémoire des COI, la mémoire pour les discrete input, puis les dimensions maximum associées aussi. On les conserve naturellement pour ne pas créer de débordement. Puis ça ici, c'est notre compteur qui va compter le nombre de fois que ça fait qu'on est appelé dans la tâche sans avoir reçu de nouvelles données, ce qui nous permet de détecter une pause prolongée. Au niveau d'initialisation, tout ce qu'on fait, ben, premièrement, on va initialiser le RS485, donc c'est nous qui prenons en charge cette partie-là, à partir du baud rate qui est spécifié, puis du FCPU qui est donné. Bon, l'init, dans notre cas, nous, c'est un 8N1, donc qui fonctionne en 8 bits, pas de parité, puis un seul stop bit. On a vu que le CRC, ça semble un peu redondant de mettre la parité dans tout ça. Donc, juste pour rendre ça un petit peu plus efficace au niveau du lien de communication, moi, je ne l'utilise pas dans mes configurations en mode boss. Ensuite, ça dit, ben, est-ce que j'ai une mémoire COI? Si oui, ben, en fonction de ce que j'ai reçu, il va faire une assignation. Même chose pour input, parce que par exemple, ben, on pourrait avoir fait une erreur ou juste refuser d'avoir de l'information à ce niveau-là. Puis, ben, naturellement, en ayant des 16 de 0, si jamais on n'a pas fourni de destination de mémoire, ben, quand on va avoir des demandes de lecture ou d'écriture vers cette case mémoire-là, ben, ça va être automatiquement refusé parce que ça va être automatiquement en dehors des adresses qui sont supportées. Ensuite, ben, je retourne, au lieu de faire les affectations, j'ai déjà une fonction à quelque part qui s'occupe de remettre tous les états à zéro. Ben, je fais cet appel de fonction-là. Au niveau de la tâche, donc ici, on a quelques variables là, qui sont utilisées de façon locale. Ici, on teste. Est-ce que ben, si je n'ai pas reçu de nouvelles données, c'est là qu'on fait la détection de la pause prolongée. Donc, j'incrémente, parce que je n'ai pas reçu de données, donc j'incrémente le détecteur de pause. Puis là, je détecte, est-ce que j'ai dépassé le top que je calcule avec le define du début, hein, qui est calculé dans un define parce que de toute façon, ça redonne une constante, là, soit dit en passant, parce que c'est un define qui permet de faire le calcul. Si je veux juste le mettre en évidence, là, c'est 3500 divisé par
le baud rate qui est dans un defined, donc une constante, puis le plus 0.5, c'était juste pour être un petit peu plus long que pas trop long, juste pour être sûr de ne pas causer de problème puis de détecter un petit peu trop sur le bord. Donc ici, on a cette détection-là qui se fait. Si c'est le cas, donc si on a dépassé la pause maximum, on fait un retour à zéro des états, puis on remet le compteur à zéro pour la détection de pause. Ici, on va rentrer là-dedans si on a des données à recevoir. Donc, naturellement, normalement, si on n'est pas rentré ici, on ne rentrera pas, hein, mais ça se pourrait que ça arrive un jour, qu'on arrive exactement au moment où les choses changent. Mais sinon, ici, on rentre dans le while qui dit, puis on va rester dedans, en fait, tant qu'on a des données à recevoir. Donc, lui, il va rapidement charger la trame qui est reçue. Donc, si par exemple on avait fait beaucoup de traitements puis qu'on a accumulé beaucoup d'octets dans la trame, vu qu'on est cadencé à 100 microsecondes pour ne pas ralentir non plus le traitement, l'étaler trop longtemps, ici, dès qu'on a des données cumulées, on les traite. Alors, je récupère un octet à la fois. Là, on se souvient, notre librairie qu'on a développée pour RS485, il lit seulement qu'un octet à la fois. Donc, ça simplifie beaucoup la fonctionnalité, puis bon, ça rajoute une petite surcharge, mais à la vitesse à laquelle on communique, surtout pour le Modbus, c'est pas trop un handicap. Je remets le compteur de pause à zéro. J'ai reçu des données, donc on remet la pause à zéro. Puis là, en fonction de l'état, on va faire un comportement différent. Donc, on se souvient, là, c'est tout le temps un peu la même chose quand on fait un traitement de trame, on essaie de s'en aller où on est rendu dans la trame. Là, on est au départ. Par défaut, c'est la réception du numéro 2 d'identification. Donc, au niveau de la réception de la trame, on met l'index à 0, puis on va incrémenter systématiquement cet index-là. On met la donnée à l'intérieur parce qu'on va faire le traitement plus tard. Là. En ce moment, on fait juste récupérer la trame. On ne sait pas si c'est à nous qu'elle s'adresse, la trame. On pourrait faire un traitement ici puis ignorer les choses qui ne nous concernent pas. Moi, j'ai préféré tout envoyer dans un traitement à la fin. Ça facilite aussi la détection de la fin, là, puis s'assurer que tout était correct. Donc ici, on récupère la donnée. On dit, prochaine chose, on va récupérer le header, l'entête, qui va suivre. Puis, on dit, le nombre qu'on doit traiter à partir du header, c'est 3 octets. Parce que c'est tout le temps la même chose à ce niveau-là. On va recevoir la fonction, donc le numéro de fonction qui est 1 octet, et l'adresse à laquelle on veut effectuer cette fonction-là, hein, parce que c'est tout le temps en lien avec la mémoire au niveau des commandes Modbus. L'adresse est 2 octets. Donc, ici, on a 3 octets à récupérer au niveau du header. Donc, header fonctionne encore de la même façon, récupère sur l'index, incrémente pour le prochain, met la donnée de façon systématique, décrémente l'objectif, puis on détecte est-ce qu'on a fini de recevoir. Si oui, on s'en va recevoir la première donnée. Bon, la première donnée varie selon la fonction, donc c'est pour ça ici que cette donnée-là doit être traitée différemment dépendant de chacune des fonctions. On s'en vient. Réception de la première donnée. On écrit quand même l'information dans la trame parce qu'on va la récupérer probablement encore plus tard pour d'autres choses. Puis sinon, ça nous permet aussi de la voir quand on est en débogage. On peut faire une pause puis on peut aller voir toute la trame qui a été reçue dans le bon ordre. Ensuite, on fait un switch en fonction de l'indice 1. Donc, l'indice 1, l'indice 0, c'est le numéro d'identification. L'indice 1, c'est le numéro de code de la fonction. Puis là, c'est en fonction de ça qu'on va faire un switch. Bon, pour toutes ces cases-là, c'est un seul octet qui nous intéresse. Sinon, pour les autres fonctions, c'est le nombre de données qui correspond x 2. Donc là, pour Rx data, ici, dans ce cas-ci, il va contenir le nombre d'octets à recevoir. Ça, c'est pour les fonctions là, pour write multiple, puis COI, puis register. Donc, ça ici, c'est pour calculer le nombre d'octets à recevoir exactement. C'est le nombre de registres correspondants qui donne le nombre d'octets qu'on va recevoir. On se souvient, là, ça reçoit tout le temps comme 2 octets pour chaque information en mémoire. Donc, si jamais le calcul qu'on vient d'obtenir dépasse la mémoire, on fait comme si ça ne marche pas, puis on reset tout. On va ignorer le message, puis étant donné qu'on l'ignore, on ne va pas y répondre. On ne va pas créer de débordement non plus, donc tout va bien. Puis le master, il fera le travail de se rendre compte qu'on ne répond pas à ce niveau-là.
Puis sinon, le mode par défaut, ben, regarde, si c'est pas une de ces fonctions-là, il y a eu un glitch clairement, puis tu fais juste resetter. Ça marche pas, les affaires, arrête ça là. Ensuite de ça, donc après avoir décidé qu'est-ce qu'on fait dans notre prochaine information, on s'en va à RX Data euh, X, donc le nombre de données qu'on ne sait pas combien qu'on doit en recevoir. Et puis là, c'est un peu la même approche qu'on avait pour le header. On va emmagasiner tous les octets qu'on reçoit, puis on décrémente l'objectif. Quand on atteint 0, ben, on s'en va à la prochaine étape qui va être, dans ce cas-ci, la réception de la partie haute du CRC. On reçoit la partie haute du CRC. On va maintenant s'en aller dans la partie basse. Bon, on aurait pu aussi se faire un RX CRC avec un compteur, mais je trouvais que c'était comme moins compliqué finalement pour moi de faire ça tout de suite dans même. Vous pouvez faire ça en double si vous voulez. Une autre façon de faire. Maintenant, on est rendu à recevoir la partie basse du CRC. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est calculer le CRC, nous, à partir de la trame, sauf naturellement sur le CRC lui-même à la fin. C'est pour ça que dans la fonction CRC, on passe la trame reçue et bon, l'index nous donne le size parce qu'on l'augmente à chaque fois. C'est une des raisons pour laquelle on utilise cette approche-là, entre autres. -2 parce qu'on retire les deux octets associés au CRC. Fait que le calcul qu'on va faire va vraiment être sur la partie sauf le CRC. On prend ce code-là, puis là, après ça, on va pouvoir le comparer. Bon, pour simplifier la comparaison, puis aussi c'était au niveau du débogage, pour voir plus facilement le débogage, j'ai créé une variable temporaire 16 bits qui réaligne en mémoire de la même façon que le code CRC. Donc ici, je récupère le code CRC haut puis le code CRC bas, puis je les mets ensemble dans une variable pour être capable de faire la comparaison. Si les deux codes coïncident, ben là, à ce moment-là, on va traiter la trame si jamais elle nous est adressée. Donc, notre module ne supporte pas l'adresse 0, donc le broadcast. Nous, on ne répond pas, on ne fait rien avec ça. S'il y a un broadcast qui est reçu, on l'ignore, en fait. Si c'est notre numéro d'identification, on va le traiter. Donc, dépendamment du module qu'on développe, on pourrait vouloir récupérer, traiter l'information sur un broadcast. Puis on aurait juste à rajouter ou égal 0, là, donc, ou le numéro d'identification reçu égal 0. Puis là, on pourrait aussi faire le traitement. Comme je dis, dans notre cas, nous, on ne le ferait pas, ce traitement-là. Puis dans tous les cas, là, que la trame soit bonne ou pas bonne, ben, la prochaine étape qu'on s'en va, c'est sur RxID. On se souvient, si la trame elle a un mauvais CRC, ben, ça se peut qu'on soit juste comme décalé puis qu'on est en train de faire un calcul CRC sur une trame qui n'est même pas finie parce qu'on est arrivé en plein milieu d'une trame puis on n'interprète absolument pas bien ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, on retourne en RxID puis on verra jusqu'à temps que ça fasse du sens. Parce que pour qu'une trame soit bien reçue correctement, c'est l'avantage d'utiliser un CRC. Mais il faut vraiment être détecté du début jusqu'à la fin correctement, puis que le CRC correspond. Donc ça fait en sorte que peu importe ce qu'on arrive dans une trame, à moins d'être extrêmement malchanceux, on ne devrait pas arriver sur un contenu qui représentait bien le CRC d'une trame qu'on est désynchronisé. Donc à ce niveau-là, là, ça se resynchronise pas mal tout seul, ce système-là. Puis de toute façon, une fois que même si on revient deux fois dans une trame qui serait très, très longue, puis qu'on l'analyse deux fois, puis qu'on la rejette deux fois, bien, éventuellement, il va y avoir une pause, puis là, on va se resynchroniser avec la pause. C'est comme ça que le RTU est si facile, au fond, à resynchroniser. Puis, on se souvient, quand la trame a une erreur de CRC, on l'ignore. Donc, on ne répond pas. Donc, les seules fois qu'on répond, c'est quand la trame nous est adressée, donc qu'elle a un bon CRC, qu'on l'a accepté au niveau du CRC, qu'elle nous est adressée, donc le ID nous correspond et que là, c'est là qu'on va faire l'analyse puis qu'on va répondre. Par exemple, s'il y a une erreur, on va répondre qu'il y a une erreur ou sinon on va traiter puis répondre en fonction pour dire qu'on l'a traité ou on va donner l'information si c'était une lecture qui était à effectuer. Mais dans les cas, comme on disait, où la trame elle ne nous est pas adressée ou elle est mal détectée, ben, c'est pas grave parce que nous, on va juste l'ignorer. Puis c'est le master qui doit gérer le fait qu'il n'y a pas de réponse. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de faire le master et c'est pour ça qu'on commence par le capteur. OK, maintenant, au niveau justement du traitement de la trame reçue. Donc, ici, je fais un peu d'alignement des informations. Donc, le start address est tout le temps au même endroit dans la trame. Donc, ici, je réaligne l'adresse de départ,
Le nombre d'octets de registres en fait qu'on va vouloir traiter, c'est tout le temps aussi au même endroit lorsque c'est ça la signification des octets qui sont reçus. Puis encore une fois, j'ai des variables qui sont utilisées. Bon, la variable change qui était utilisée aussi ici, on se souvient, c'est si jamais on va avoir des fonctions qui modifient le contenant mémoire, je vais mettre change à 1, puis ça va faire en sorte que quand on va retourner task, ben, on va dire ben, j'ai changé quelque chose en mémoire. On peut voir ici, le change est récupéré ici, puis sa valeur par défaut dans la fonction task, c'est 0. Donc, la seule façon que change devient 1, c'est que ici, modBus process rxtram retourne 1 lui aussi. Donc là, il va affecter 1, on va retourner 1 ici. On commence à 0 aussi parce que la seule façon qu'on va le mettre à 1, c'est si on est dans une fonction d'écriture. Ensuite, bon, par défaut, on dit, OK, ben moi, par défaut, je vais viser les coils, puis la dimension de ma source, c'est la dimension des coils, la mémoire coil, puis la source, mon pointeur vers la source, c'est la mémoire coil. Donc, ça prenait une valeur de départ, je me suis dit, pourquoi pas démarrer à une des deux types de mémoire, comme ça, on en a juste un à traiter dans ce cas-ci. Et finalement, je prépare déjà la transmission. La transmission va répondre avec le modBus slave ID. Bon, ça fait du sens, on pourrait le mettre comme au départ à quelque part dans un init, puis tout le temps garder le même. Mais je voulais juste comme qu'on voit aussi comment on constitue la trame de réponse. Donc, première chose qu'on doit répondre, c'est notre numéro d'identification. C'est tout le temps le même. Ensuite, on fait un branchement. Donc, ici, il y a une ancienne analyse que j'ai faite. Donc, on fait un branchement par rapport au numéro de fonction reçu. Puis là, ici, oui, je suis d'accord. Peut-être qu'il y en a qui se disent, ah, ça aurait été bien de faire une structure de données. Tu aurais pu donner des noms au lieu des numéros, puis ça serait plus facile. Ouais, mais en même temps, il faut que les gens comprennent les structures, puis on les a pas super bien vues. Fait qu'on les a vues quand même assez rapidement. Donc, je préfère encore fonctionner avec des tableaux de données. Donc, comme on disait, ici, on met, ça c'est pour préparer la réponse, puis ici, on fait un branchement en fonction de la fonction reçue, le numéro de fonction de code qu'on a reçu. Puis, on a tous les codes là, qui peuvent mener à du traitement. Donc, dans un premier cas, les deux premiers, parce qu'ils sont traités de la même façon, si on veut, euh, est-ce que c'est une lecture des coils ou des inputs? Parce qu'on écrit les coils, puis on peut aussi les relire par après. Par exemple, si on veut vérifier l'état qu'on avait mis précédemment. Donc, ça ici, c'est deux fonctions qui font la même chose en fait. Puis ici, il y a juste un petit branchement séparé à l'intérieur de cette sélection-là qui dit, OK, mais si c'est un read input, ben là, je change la mémoire qui est cible. Parce que c'est la seule différence entre pour la réponse que je dois retourner, c'est la mémoire hein, que je vise. Parce que le reste est constitué de la même façon pour ces deux function codes-là. Fait que ça optimisait au lieu de répéter deux blocs exactement identiques. La seule chose qui varie ici, c'est la destination de la mémoire. Donc là, j'ajuste le tir de mémoire ici. Ensuite, tout se fait de la même façon. Donc, ça dit, premièrement, on va vérifier est-ce que la mémoire qui est demandée est valide. Donc, je regarde, est-ce que la mémoire de départ plus le nombre de registres qui est demandé, est-ce que ça dépasse la dimension? Parce que si je commence à 0 puis j'en demande 8, ça ne dépasse pas la dimension. Mais si je commence à l'adresse 2 puis que j'en demande 8, ah ben là, je vais dépasser au total. Donc là, j'ai un débordement de mémoire puis ce n'est pas autorisé. Donc à ce moment-là, dès que je vais devoir accéder à des mémoires qui n'existent pas dans mon module, je vais répondre, ben OK, ben ici, tu m'as envoyé soit lecture de coil, soit lecture de discrete input. Ben, on mettait le bit le plus significatif du function code à 1 pour dire que c'est une exception. L'exception, c'est l'exception 2. Oups, ici juste pour la faire apparaître. Donc l'exception 2 qui dit mauvaise adresse ou adresse illégale. Puis finalement, le nombre d'octets que j'ai en ce moment à traiter. Bon, le numéro d'identification, le function code, puis le code d'erreur. Ça, c'est les trois affaires. Plus, on va en avoir deux qui vont se rajouter, le CRC. Donc, au niveau de la trame à transmettre, j'ai 3 comme grosseur. Bon, si la mémoire visée est correcte, ben là, on rentre à l'intérieur et on commence à répondre à cette lecture-là. Donc, le function code, ben, c'est celui qu'on avait reçu. Hein, on fait une espèce d'écho à ce niveau-là. Ensuite, je calcule dans une variable temporaire le nombre que je vais devoir remettre.
Bon, dans ce cas-ci, nous, comme on disait, on retourne un octet hein, pour 8 cases mémoire si jamais il y en a plus qu'une. Donc, à ce niveau-là, ici, si le nombre est supérieur à 8, ça nous aurait fait déborder précédemment, mais sinon, ça veut dire qu'il est correct. Puis, ce que je fais, c'est le nombre moins 1. Puis après ça, je le décale de 3 plus 1. Ça me donne, en fait, si dans thème, ça me donne le nombre d'octets pour représenter la réponse. Donc, dans notre cas à nous, ça va tout le temps donner 1, mais ça permet ici, là, ce code-là serait utile si jamais on avait plus que 8 registres dans notre réponse. Ensuite, le numéro. Donc, là, ici, ça nous donne le nombre d'octets de la réponse. Dans la réponse de lecture, c'est tout le temps ça pour ces deux, la 1 et la 2, en tout cas. C'est tout le temps la même chose. On retourne le nombre d'octets qui va suivre. Ensuite, pour le nombre d'octets qui doit suivre, ben, on remplit la mémoire, donc la trame, à l'indice 3 plus i. Puis, dans ce cas-ci, on les remplit toutes de 0. Ben, pourquoi de 0? C'est parce qu'après ça, je vais faire des bits. Je vais sélectionner des bits en fonction des états. Donc là, dans ce cas-ci, il répond comme pour tout le monde d'un coup. Ça, c'était ouais, pour ça ici. Donc ça redonne 1 puis des 0 dépendamment de l'état de chacun des bits. Donc ici, je remets des 0 partout, juste pour, comme ça, je ne vais pas faire de clear bits, je fais juste des 7 bits. Ensuite, je refais encore un parcours de ma mémoire. Cette fois-ci, je regarde pour la source à le start index plus le i. On ne devrait pas avoir de débordement parce qu'on a déjà vérifié les situations possibles de débordement. Donc ici, on n'a pas besoin de faire une sécurité supplémentaire, on l'a déjà fait précédemment. Puis pour la trame, puis là, si on fait un décalage de 3 pour justement faire l'alignement si on a plus qu'un octet à transmettre. Donc on commence à l'indice jusqu'à 8. Là, on peut voir ici, ça va de 0 à 7 en fait. Ça va nous donner 0. Fait qu'on va être à l'octet 3. Puis si on dépasse, ben là, on va tomber à l'octet 4 pour les 8 prochains, puis ainsi de suite. Donc ici, ça fait un placement là, dans la trame directement en mémoire. Puis ensuite, on fait un masque OU en fonction de la position du bit. Puis on fait un masque par rapport au bit qui représente la position. Donc, on fait un décalage là, ici là, en fonction de ça. Donc, on fait un petit masque E7 pour récupérer juste les 8 états possibles. Parce que par exemple, si on est rendu au bit 8, ben là, ça serait en fait le 0 de l'autre. Donc, en faisant le masque, on se ramasse avec juste 0. Donc, ça, c'est excellent. Ça, c'est pour faire l'affectation en mémoire directement. Puis en bout de ligne, ben, on dit combien on doit en transmettre. Ben, c'est 3 plus TMP qu'on avait calculé précédemment. Normalement, ça devrait coïncider. Sinon, ben, pour la situation ici, je vais juste décaler. Les choses sont c'est pas super facile à lire quand c'est pas décalé. Donc, si on veut faire l'écriture d'un seul COI, donc là, quand on veut contrôler notre LED, encore une fois, je vérifie si l'adresse est valide. Si l'adresse n'est pas valide, je donne une erreur par rapport à ça. Sinon, ben, je fais l'affectation. Donc là, je le fais directement au niveau de la mémoire qui est visée. Pour le start address, ben, dans ce cas-ci, c'est single core, donc le start address. Bon, au niveau de l'écriture, ici, je m'arrange pour que ça donne un 1 ou un 0. Donc, on se souvient, quand on fait l'écriture d'un seul COI, on va recevoir, par exemple, 0, 0, 0, 0, si jamais on veut le mettre à off, puis on va recevoir FF00. Donc, sur l'octet le plus significatif des deux, je fais juste un test. Est-ce que c'est différent de 0 en fait? Puis si oui, ben, je mets vrai ou faux ici. Ben, moi, c'est parce que ça ne me tentait pas d'avoir des FF, des 0, 0. Donc, je vais avoir des 1 et des 0. Je trouve que c'est plus, ça coïncide plus à la mémoire. Éventuellement, ça pourrait être utile si jamais on voulait optimiser notre espace mémoire puis coller ensemble ces coils-là dans un seul registre. Bon, là, je fais une écriture en mémoire, donc je mets change à 1. Et pour la réponse, ben dans ce cas-ci, c'est un écho. Fait que je fais juste un écho de la trame que j'ai reçue. Puis le 16, c'est 6 pour cet écho-là. Pour les autres fonctions, ben, ne sont pas supportées. Donc, le read sur le input register puis le holding register, donc sur les registres comme tel, 16 bits, c'est pas supporté, je ne l'ai pas, ça, donc je ne le supporte pas.
Write Single Register, pas supporté. Multiple Core puis Multiple Register non plus, sont pas supportés. C'est un choix, là. C'était juste pour me simplifier la vie, en fait. Donc, on aurait peut-être pu supporter le Multiple Core en écriture, mais j'ai décidé de faire quand même une démonstration qui s'enfonçait pas trop creux. Parce que déjà, là, on peut voir, là, ça devient quand même assez dense. Puis par défaut, donc si ce n'est pas une des fonctions qui était définie, donc ben, dans ce cas-ci, c'est une mauvaise fonction qui a été reçue, une fonction que je ne supporte pas pour une raison quelconque. Alors, que ce soit celle-là ou un autre code, ben, je vais tomber ici, puis je vais retourner bad function. Donc, j'aurais pu ne pas mettre ça en passant, là, vu que j'ai mis default, mais c'était juste pour montrer où c'est qu'ils sont traités dans ce cas-ci. Puis si jamais on décide d'en traiter une, ben, on peut juste comme la déplacer puis se mettre à la traiter pour améliorer, par exemple, les fonctionnalités de notre capteur. Donc, ça peut être une espèce de plan de travail qui est là et qui reste dormant. Mais comme je disais, là, on aurait pu ne pas le mettre, puis ça aurait fonctionné pareil. Au niveau des codes, automatiquement, il aurait dit ben, moi, je ne connais pas ce code-là. Donc, il met le bit le plus significatif en disant ben, moi, cette commande-là, je ne la connais pas. Point final. Le nombre d'octets à retourner, c'est 3. Alors là, je calcule le CRC que je dois retourner avec la fonction CRC sur la trame avec le size actuel. Donc, c'est pour ça, en ce moment, je donne tout le temps le size sans le CRC. Ensuite de ça, ben, je place le CRC dans la trame. Oups, j'ai déplacé des choses. Et je transmets la trame comme telle. Puis ici, ben, c'est pour ça que je réincrémente. J'aurais pu faire plus 2, mais bon, je trouvais ça cool de tout faire de façon semi-automatique. Puis je retourne, est-ce que j'ai changé ou pas? Donc, si j'ai passé à travers une fonction d'écriture, change va valoir 1. Pour ceux qui sont curieux au niveau du CRC pour le calculer, donc je vous rappelle, moi je ne le calcule pas un octet à la fois. C'est vraiment comme une fois que j'ai bâti la partie de la trame que je veux transmettre, ben, je calcule le CRC. Donc il y a d'autres approches qui seraient peut-être plus efficaces au niveau temporel parce que naturellement, ici c'est un algorithme là, que des deux boucles entre deux boucles en cascade. Donc, c'est quand même assez long comme traitement, dépendamment de la longueur de la trame. Ça peut causer quand même une espèce de latence importante. Donc, dans certaines optimisations, si cette latence-là devient trop grande, là, peut-être que ça deviendrait plus intéressant de décomposer le CRC à chaque fois qu'on a une octet qu'on sait qu'on a bâti dans la trame de transmission, d'appeler le calcul CRC pour étaler cette latence-là. Bon, dans ce cas-ci, moi, je ne voyais pas la pertinence, donc je l'ai fait juste dans une seule boucle. Bon, pour le calcul Modbus, le CRC commence avec toutes des 1. Donc, habituellement, pour les CRC, on a deux approches, toutes des 0, toutes des 1. Pour le Modbus, c'est toutes des 1. Ensuite, c'est une cascade qui va parcourir chacun des octets à transmettre et décaler chacun des bits à transmettre en faisant un XOR à chaque fois avec le résultat qui restait précédemment. Donc, on peut voir le CRC, c'est un XOR avec sa valeur actuelle et la source qu'on veut observer. Puis ensuite de ça, il y a une analyse qui est faite. Donc, si le bit, pour chacun des bits, en fait, c'est pour ça que la boucle se fait, si le bit qui est là actuellement est à 1 sur le CRC qu'on vient de calculer, ben, le CRC va être égal au CRC, puis là, c'est là le polynôme particulier à ce CRC-là qui change d'un CRC size à l'autre. Donc, il faut connaître ce nombre-là. Pour Modbus, c'est 0x A0, 0, 1. Donc, si le bit actuellement est 1, ben, il fait un décalage, après ça, un XOR par rapport à cette valeur-là. Sinon, il fait juste un décalage, puis il décale comme ça les bits, un après l'autre, puis après ça, il revient faire ensuite encore un autre CRC par rapport à sa valeur, qui est 16 bits, par rapport à la donnée source qui est là. Donc, la façon que c'est fait, là, on peut voir, il va y avoir, comme tout le temps, avoir nous autres un surplus de bits par rapport à la source. C'est comme ça qu'on fonctionne pour le CRC16 sur un octet. Donc à la fin, on retourne le code. J'aurais pu le réinverser pour le mettre dans le bon ordre, en fait, parce qu'on se ramasse avec comme le haut est en bas puis le bas est en haut. Il est inversé. Puis nous, ben, on le réutilise en haut quand on fait la transmission. Donc c'est pour ça ici, normalement, le mode boss, on se rappelle, il est Big Indian.
Donc, on transmet l'octet le plus significatif, mais là, nous, notre CRC, il est comme inversé, l'octet le plus significatif, puis le moins significatif. Donc, là, c'est pour ça ici que j'envoie la base, puis ensuite le haut. Donc, c'est juste pour se réaligner correctement par rapport au protocole Modbus. Comme je dis, j'aurais pu l'inverser ici aussi, mais je décide de ne pas le faire, là, juste pour garder ça tout à la même place en haut. Puis finalement, on a la fonction Modbus State Reset. Donc, tout ça, ça nous permet de faire, de traiter les commandes Modbus qui sont reçues. Donc, en fonction des fonctions qui sont reçues, on manipule notre mémoire, on retourne l'état de notre mémoire en fonction de ce qui est reçu à chaque fois. Donc, normalement, si tout est bon, je vais juste connecter mon programmeur. Et après ça, on pourra faire des petites modifications si on veut. Donc là, on a transmis ça. Puis si on retourne dans le Modbus, le QModMaster, bon, je suis encore connecté de la dernière démonstration qu'on avait fait ensemble. Donc, je vais juste effacer tout ça. Ici, j'ai mon slave address qui est 1. Puis là, je veux faire, par exemple, on va commencer par read discrete input. Puis on va dire que l'adresse de départ, c'est 1. Puis on veut juste lire 1 d'information. Donc là, on envoie ça. Puis ça, c'est retourné correctement. Donc présentement, notre bouton, on se rappelle, il est actif bas. Donc ici, il n'est pas appuyé. Puis si j'appuie dessus, puis je refais la lecture, il tombe à 0. Le module, on a vu, supporte la lecture de plusieurs octets, dans plusieurs registres, puis on en a 8. Donc, on peut dire qu'on veut lire 8. Puis ici, oups, 8. Donc, comme c'est ici. Puis si j'envoie cette commande-là, elle est supportée encore, mais naturellement, les autres, j'ai rien qui est écrit dedans. Mon code n'écrit pas rien dedans en ce moment. Donc, puis si je fais ma lecture, comme ça, on peut voir le bouton qui change. Puis on peut aussi réactiver le scan, comme on se souvient. Il fait les lectures automatiques. Donc, si je me mets à faire la lecture, ainsi de suite. Bon, si j'arrête le scan, puis que maintenant j'en demande 9, normalement, il ne devrait pas être content parce qu'il dit, ben, c'est pas une adresse légale. Oui, tu commences à l'adresse 0, tout est correct, mais tu en demandes trop. Moi, j'en ai juste 8 en mémoire. Donc là, il refuse la commande. Ça, c'était une des exceptions. Maintenant qu'on demande fin d'interrogation sur le slave address 2, puis on envoie l'information, on va tomber en timeout parce que ben, le module ne répond pas, ça ne le concerne pas, l'information qui a été reçue. Ça, on peut aller le vérifier. Juste rapidement, on va se mettre en debug. On va se mettre ici à la réception pour juste ici, où on va tester le Modbus Slave ID. Donc là, ici, on rentre en mode debug cette fois-ci. On tourne dans le contrôleur. On va retransmettre une trame. On arrive ici. On peut voir, comme je disais, la façon dont on a placé nos informations. RxTram qui est ici, si je l'agrandis, on a reçu l'adresse, le numéro d'identification 2 pour la fonction 2 avec bon, le contenu à l'intérieur. Bon, qu'on ne supporterait pas plus. Hein, on a toujours des choses, il nous demande encore des choses qui ne sont pas possibles. Mais pour nous, on ne rentrera pas ici parce que l'ID ne correspond pas, donc on ne va juste pas le traiter, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui conclut pas mal la démonstration sur comment réaliser un petit module Modbus. Ça facilite énormément les choses si on utilise le QModMaster comme on a pu voir. Puis dans une prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est maintenant on va créer le master pour le module capteur qui est là. Donc on va encore utiliser le même module capteur avec les mêmes fonctionnalités de disponibles. Mais là, on va faire le master en dehors du PC. Cette fois-ci, on va le faire directement dans notre Arduino Micro. J'en profite pour vous rappeler, si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Et aussi de partager la vidéo et de la liker si vous l'avez appréciée. À bientôt dans une prochaine vidéo.